Bonsoir à tous, merci de rester pour cette discussion avec Sefer Esser, qui est donc dramaturge, comédienne aussi, écrivain, scénariste. Donc là, comme on va parler de cinéma, ça tombe bien. Et qui est, comment dire, turco-française ? Oui. Turque, mais française aussi, parce que Oui. elle connaît très bien la France, notre langue. Merci beaucoup de la parler déjà, cette langue. Première réaction, peut-être juste après la projection du film, et puis ensuite on essaie de rentrer dans la thématique de la maison, hein, puisque c'est le thème de notre série. Bah, moi, j'aime beaucoup le film. Hein. C'est aussi, enfin, on en a parlé déjà ensemble. Évidemment, j'aime beaucoup le rapport de ces deux femmes, une très terrienne comme ça, et puis ces arbres qui sont là depuis des décennies, qui évidemment symbolisent, qui sont les métaphores un petit peu de la maison, de l'habitat. C'est leur terre. Enfin, c'est d'abord aux arbres cette terre, ce verger. Ensuite, effectivement, ces deux femmes, le personnage de Selma, incarné par Yam Abbas, qui est très terrienne, comme ça, très digne, cette veuve magnifique. Enfin, d'ailleurs, Eran Riklis dit que son visage est absolument comme la Palestine, très complexe, grave, qui porte les générations de souffrance. Et de l'autre côté, cette Mira, qui est aussi une femme très humaine et qui change pendant le film et qui est, bon, sous ses airs un peu maniérée et tout, et qui est quand même une femme très intéressante. Et puis l'humour, j'aime beaucoup l'humour aussi, les moments... cet humour qui est vraiment existant au Moyen-Orient, je trouve. C'est peut-être une urgence de rire avec tous ces malheurs qui les entourent. Et puis la solitude de ces deux femmes, parce que Mira aussi, elle est très seule, bien qu'elle soit entourée par tous ces gardes du corps, etc. La présence de l'armée, des soldats, cet homme qui est quand même Israël, hein, comme dit Eran Riklis lui-même. Non, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, la musique, évidemment, sublime. Voilà, mes premières réactions. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le film. Alors enfin on le sait par les témoignages du réalisateur qui a choisi un casting absolument extraordinaire. Il avait juste un peu hésité avec l'avocat. Il l'a trouvé un peu trop jeune par rapport au rôle. Et puis en fait, l'avocat le comédien voulait tellement ce rôle-là qu'il est revenu à l'attaque à plusieurs reprises. Et puis il a été pris et heureusement, parce que je trouve effectivement que l'ensemble du casting, je suis un peu méchant de dire ça, y compris le ministre de la Défense joue admirablement bien son rôle. Et donc c'est un film, la comédienne palestinienne qui est née à Nazareth et qui vit en France, du reste, à Paris, avait déjà tourné avec le même réalisateur quelques années auparavant, La fiancée syrienne, qui est un excellent film également. Et donc, elle a toujours cette espèce de beauté grave, enfin, un peu hors du temps d'une certaine manière, et qui, là, est poignante dans le film. Hein. Il y a un aspect, alors peut-être un peu mélo à un moment donné, mais bon, moi je suis très bon public, donc ça m'a plu qu'il y ait ce sentimentalisme-là, mais on ne peut pas évoquer la maison, on ne peut pas évoquer ses souvenirs d'enfance comme elle le fait, sans être débordant de sentimentalité, enfin je pense. Hein. Oui, mais en même temps, voilà, elle est quand même très très droite comme ça. Par exemple, tout à la fin, elle est comme un personnage de tragédie grecque avec sa robe pourpre dans ses arbres qui sont coupés. Je trouve qu'elle a aussi ce côté extrêmement touchant, mais droit en même temps. Donc alors évidemment, on ne peut pas, et le film le montre très très bien, on ne peut pas évidemment considérer que ce film est hors lieu et hors temps. Il est là dans le conflit israélo-palestinien qui ne cesse de durer avec une dimension d'absurdité absolument invraisemblable. Et l'on voit ce mur qui est en construction, ce mur de béton gigantesque, enfin, qui encercle absolument tout le territoire palestinien, entre guillemets libéré, mais qui est par ailleurs occupé puisqu'il est enfermé. Et donc il y a cette idée-là de fermeture, d'ouverture, enfin, et de l'incapacité à avoir un chez-soi, d'une certaine manière. Et elle-même, on rentre chez elle comme ça. Enfin, c'est une sorte de violence incroyable pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui était caché là. Mais alors, on voit aussi la différence
du statut de la maison, d'une certaine manière. Hein. La maison de cette propriétaire du verger est une maison d'une modestie incroyable. Hein. C'est tout simple. On en voit plein, du reste, quand on se promène dans cette partie du monde, pas seulement en Israël ou en Palestine. Et une maison inachevée, d'une certaine façon. Il y a encore des morceaux de béton qui sont là, il y a encore des parpaings qui attendent. Mais en même temps, c'est un lieu qui est puissant, j'allais dire, hein, de par la présence même du jardin, je crois. Oui, d'ailleurs, le moment où on voit le mur, si mes souvenirs sont bons, vient après le tout petit flashback où on la voit dans les bras de son père dans son enfance. Donc du coup, c'est vrai que, par exemple, moi, ça me parle beaucoup parce qu'en Turquie, il y a plein d'endroits comme ça que je reconnais plus, qui se sont tellement transformés. Et c'est pour ça aussi que ça m'a touché ce moment-là, de voir cette transformation, cette urbanisation, et puis ce mur, effectivement, avec tout ce qu'il symbolise. La plupart des films, je précise aussi, parce que le réalisateur est israélien, la plupart de ces films concernent la question israélo-palestinienne, hein, que ce soit la coupe de foot, par exemple, un autre film, un de ses premiers du reste, qui montre aussi là un prisonnier israélien, un soldat israélien prisonnier d'un groupe de Palestiniens, et il se trouve que c'est pendant le match, la Coupe du Monde de foot de 1982, si je me souviens bien, et donc du coup il y a quelque chose qui se passe parce que les ennemis se rejoignent, j'allais dire, sur le terrain de foot. Et donc, ils ont les mêmes engouements pour la Coupe du Monde et ça va effacer un peu la guerre. Un peu comme ces deux femmes se retrouvent, comme vous le disiez très justement, dans leur solitude. Et d'une certaine manière, c'est aussi un moyen pour elles de grandir parce que si j'ai bien compris la fin du film, elle s'en va quand même. Oui, je pense qu'elle ne sort pas indemne de cette histoire. Elle quitte son ministre de la Défense. Alors, en tant que scénariste, est-ce que, je ne vous demande pas de donner une note à ce film, mais est-ce que les dialogues sont bien construits? Est-ce que l'intrigue est bien menée? Est-ce qu'il y a des scènes qui auraient pu être largement plus enrichies? Ou au contraire, d'autres qui apparaissent un peu superflues? Bah, après, c'est un choix, hein. Vous savez, une œuvre, bon, moi j'aurais écrit ce scénario, je l'aurais écrit autrement. Enfin, il y a mille manières d'écrire un scénario. Après, ce film, il est tellement bien comme ça, avec ses défauts aussi. Moi, j'aime pas trop, voilà. Après, il y a certains dialogues sur lesquels, moi, j'aurais peut-être, voilà, il y a certains dialogues qui restent un peu inachevés comme ça pour moi, mais en même temps, et après, quand j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai vu que ça avait vraiment existé, ce verger, parce que je m'étais dit c'est une histoire vraie. Je m'étais dit, mais quelle belle trouvaille. Et en plus, son voisin, c'est pas un ministre de, je sais pas, de la justice ou de la culture, c'est un ministre de la défense. Et c'est une frontière. Et c'est des citronniers. Donc c'est quand même, enfin, ça sent bon, comme il le dit. C'est aigre, c'est doux. Enfin, tout, je pensais que tout ça, c'était des choix dramaturgiques. Mais en fait, non. Et la situation existait vraiment. Donc, c'est vrai que prendre une belle situation comme ça, un beau point de départ, ça vous met déjà ça vous plante le décor d'une manière très forte. Donc avec ça, on peut construire une belle histoire, c'est vrai. Et non, moi je trouve que c'est vraiment un beau scénario, une belle lumière, une belle direction de photo. Enfin, et puis, moi je trouve très très bien organiser tout l'ensemble de la famille parce que ils font plus vrai que vrai. Le fils qui est immigrant aux États-Unis, il a le mal du pays d'un côté et en même temps, dès qu'il voit sa mère à la télévision, il est émerveillé. Et puis de l'autre côté, les deux sœurs, il n'y en a qu'une qu'on voit. Bon, elle est prise dans ses mêmes préoccupations familiales, elle a 3 enfants, tout ça n'est pas simple. Alors, il n'y a pas de facilité avec de rupture entre la fiction, j'allais dire, et puis une certaine réalité. C'est un film un peu naturaliste, d'une certaine façon, hein, qui essaie de montrer à quel point ça se déroule comme ça, quoi. Mais est-ce qu'on sait vraiment, quand on établit une dramaturgie comme ça, comment faire passer le sentiment d'un territoire occupé, c'est-à-dire d'une vie occupée, et même occupée par la préoccupation, j'allais dire, de cette occupation permanente. Est-ce qu'on peut, comme ça, est-ce qu'il y a des artifices
de scénaristes ou... Je ne sais pas comment ils ont travaillé parce qu'ils écrivent à deux, hein, toujours avec sa co-scénariste Swad Araf. Moi, c'est vrai que ce que je fais, c'est que bon, moi, mes thèmes sont aussi souvent très politiques, mais c'est jamais, je commence jamais une écriture en disant je vais faire quelque chose de politique. C'est les personnages qui, à un moment donné, disent des choses politiques. C'est comme ici, on ne nous parle jamais de la géopolitique, de l'Israël, de Palestine, mais on voit comment on a pris les maisons des gens, comment on a envahi la vie des gens. Donc voilà. Après, moi, ma manière de travailler, une fois que j'ai fait le choix de mes situations et de mes personnages, c'est de faire un petit peu comme un roadmap. J'essaie de mettre toutes mes séquences comme ça sur un grand mur et de voir comment tout ça fonctionne. Effectivement, si je vois que souvent j'ai une méthode de post-it en fait, et pour chaque séquence je mets une couleur, et si par exemple les scènes d'amour sont de couleur jaune dans les post-it, tout d'un coup je vois qu'il y a trop de scènes d'amour dans un moment du scénario, donc je les dispatche, tout ça. Donc voilà, moi c'est ma manière vous parliez d'artifice, c'est peut-être ma manière d'organiser mon scénario ou ma pièce comme ça, mais après je ne sais pas très bien comment ils ont pu travailler. D'ailleurs je pense que sa co-scénariste n'était pas convaincue du sujet au début. C'est ce que j'ai vu sur le making-of. Elle a refusé. Et après, elle est revenue. Elle s'est dit, oui, c'est un bon sujet. Et ils écrivent à deux, une palestinienne et lui, donc, israélien. Et puis, ils vivent du reste entre le Brésil, les États-Unis. Il n'est pas vraiment en Israël. Moi, ce qui m'a énormément plu dans le déroulé du film, parce que c'était une difficulté pour les deux scénaristes, c'était de privilégier un camp par rapport à un autre. Et donc je trouve que le film est assez bien équilibré et dosé avec ce personnage. Alors je ne sais pas trop quel est son statut, si c'est le maire de Ramallah, enfin, ce monsieur qui vient avec son 4x4, qui lui donne des leçons, qui parle au nom de son mari mort, voilà, et qui lui dit on jase sur toi, fais attention. Bon, un peu on est là, on dit mais de quoi il se mêle, enfin bon. Ça c'est l'homme du Moyen-Orient, voilà, qui s'occupe de l'honneur des femmes, voilà, c'est qui se sent propriétaire de l'honneur d'une veuve parce que il a connu le mari. Enfin, c'est tout simplement, c'est une mentalité, oui, tout à fait machiste. Alors là, on se dit quand même qu'elle est courageuse, mais elle est encore plus courageuse que courageuse parce qu'elle doit subir la pression, l'oppression féminine habituelle, j'allais dire, connue partout, mais là en plus redoublée, triplée par deux sociétés sexistes. Enfin, la société israélienne l'est, même s'il y a des femmes soldats, et de l'autre côté, la société palestinienne. Oui, et puis il y a des moments comme ça très jolis quand il sonne à la porte et puis elle prend son foulard et puis elle dit merde, je l'avais pas. Et j'aime beaucoup ce moment-là parce qu'en plus elle le joue vraiment très bien et on sent de temps en temps qu'elle dit merde à la société, quoi. C'est formidable. Elle joue magnifiquement bien, dirais ça. La parole est à vous pour des commentaires ou des questions ou simplement un point de vue par rapport à ce film. Oui, bonsoir. Je trouve que vous avez fait un très joli lapsus. Ce n'est pas l'honneur de la veuve qui est mise en qu'on essaye de sauver, c'est l'honneur du défunt mari. C'est encore plus grave. C'est là tout le drame de cette société orientale. La femme, elle compte pas du tout. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je trouve que tout le présupposé du film, qui part de cette frontière, de l'installation d'un ministre de la Défense sur une frontière, me semble tellement ahurissant que j'ai de la peine à croire que le cinéaste est israélien, non, je crois, ou je me trompe. Ça me semble pas crédible, c'est ça ? Ça me semble du domaine de la science-fiction qu'un ministre de la Défense construise une maison sur une frontière. Ça me semble, mais vraiment... Ça montre une confiance dans son armée et dans son État. Moi, je trouve ça... Mais vous avez raison. Bon, mais le cinéaste est israélien ou je me trompe ? L'affaire le fait divers, entre guillemets, qui est à l'origine du film, évidemment, n'est pas aussi caricatural que ça, je pense. Est-ce que c'est vraiment... Non, ça, je ne pourrais pas vous dire sur l'origine de l'histoire. Pas forcément situé là, oui, absolument. Est-ce que c'est vraiment sur une... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que cette histoire de verger existe parce que... Pour finir, le mur passe juste devant sa maison, le mur qui fait frontière entre la Palestine et Israël.
Si j'ai bien compris le scénario du film. Dans le film. Mais vous savez aussi, parfois, il faut accepter les partis pris. Oui, non, de toute façon, j'ai accepté jusqu'au bout, mais ça me semble tellement impossible que j'en reste étonné jusqu'au bout. Mais le film est très bien joué. Hein, d'ailleurs, il y a un petit côté conte dans le film. Du coup, il y a plein de moments où on se dit peut-être ça pourrait... Mais moi, je marche parce qu'à partir du moment où j'aime les personnages et tout, c'est vrai que... Mais dans tous les scénarios, il y a un moment donné où on se dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait... Parce que c'est très difficile de faire un scénario parfait. Hein, donc, mais si on aime, on accepte avec ses défauts une œuvre d'art. Et moi, je trouve que vraiment, j'ai marché tout le temps. Alors que, par exemple, la petite Bimbo officier israélienne, j'y crois pas totalement. Mais c'est pas grave. Elle nous donne quand même une raison de plus à Mira de partir. Donc, et la pauvre, du reste, parce qu'elle est quand même humiliée. Oui, en plus, oui, il l'envoie sur les roses. C'est quand même d'une violence inouïe. C'est un goujat, cet homme. C'est ça, les chefs de guerre. Bah, c'est ce que dit Mira. Il dit, on se permet tout. Ce que je voudrais savoir, c'est comment fonctionne ce cinéma israélien qui est souvent très critique vis-à-vis du pouvoir en place. Comment sont reçus ces films-là en Israël? Est-ce que, au fond, on ne peut pas dire que le cinéma change quoi que ce soit à la réalité du monde, ou pas directement, mais est-ce que ces films sont bien reçus en Israël et comment réagit la population israélienne, enfin les spectateurs israéliens par rapport à ce cinéma? D'abord, est-ce qu'ils sont reçus en Turquie? Déjà, on va prendre les pays un par un. Ouais. Alors, moi, je sais que, bon, évidemment, c'est des pays où c'est des débats très passionnels pour tout le monde. Moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai un ami qui vient de sortir un film, c'est le premier film en langue kurde, et où on voit vraiment les méchants soldats turcs, etc. Et à chaque fois qu'il fait une projection, il a eu, je sais pas, 13 prix dans le monde entier, et à chaque fois qu'il fait une projection en Turquie et qu'il y a un débat derrière, c'est très violent. Donc, je pense que là-bas aussi, il y a autant de spectateurs que de réception du film, je pense. Et il peut y avoir, évidemment, des débats très durs. Pour te répondre, Rémi, je pense que je n'ai pas la réponse sur la réception du film en Israël, mais la question sera prolongée aussi en Palestine. Parce que c'est pas du tout évident que le film soit aussi bien accueilli en Palestine, sous prétexte qu'il y a cette rivalité et qu'il y a une Palestinienne qui ose attaquer à la Cour de justice l'État militaire, ou plutôt l'armée israélienne. Parce que le personnage dont je parlais tout à l'heure, enfin ce monsieur qui vient surveiller la veuve, il n'est pas excessivement sympathique. Enfin, et donc, je serais un public palestinien, je serais aussi critique par rapport à cette forme d'autorité-là que d'être contre l'autorité israélienne. Tu vois. Mais on fait toujours d'ailleurs, souvent, moi je sais avec mes amis scénaristes et tout, on fait attention à pas mettre que des méchants dans un camp. Il y a toujours le bon soldat turc, le méchant soldat turc, le bon personnage kurde. Enfin, vous voyez, donc je pense qu'il y a aussi une manière de vouloir absolument équilibrer les choses quand on est un peu honnête, parce que voilà. Et puis il y a aussi des gens, je pense, qui sont tout simplement contre le fait que même déjà deux co-scénaristes, une palestinienne et un israélien, déjà ils voudraient pas que ça existe. Voilà. Oui, donc il y a aussi ce côté. Non, mais il ne s'agit pas tellement des méchants d'un côté ou de l'autre. Il s'agit que le film est quand même une remise en cause fondamentale de la politique d'occupation d'Israël. Ça prend quand même les choses de plein fouet. Non, mais je pense que ce genre de film, enfin tu le disais très justement, est-ce que le cinéma participe à la transformation du monde? Je pense que non. Ou alors, parfois, dans le mauvais sens. Si je voulais aller au fond de ma réflexion, je pense à des films, effectivement, qui sont tellement terribles qu'ils viennent renforcer la capacité à accepter d'être complètement, par exemple, contrôlé. Enfin,
ou sous l'autorité du... Voilà, etc. Ou bien de magnifier, de rendre héroïques des figures justement de dictateurs ou de chefs de guerre. Et quand même, beaucoup de cinéma fonctionne comme ça. Et les films qui portent en eux une dimension de critique sociale. Moi, évidemment, c'est ce que je préfère, mais je suis pas dupe. Je pense que ça sert pas à grand-chose. Sinon, évidemment, comme œuvre, mais c'est pareil pour un roman. Est-ce qu'un roman ou un poème peut, comme ça, aller contrer un système politique d'exploitation et d'humiliation? Non, ça peut peut-être, alors le mot me plaît bien, moi, ça peut peut-être conscientiser un certain nombre de gens dans la salle qui ne savent pas trop comprendre un problème et qui tout d'un coup, par la vertu du cinéma, ont reçu comme ça une sorte d'éclairage. Mais j'y pensais en regardant le dernier film de Godard, Adieu au langage, qui est donc un film que là-dessus, un film sur la capacité non seulement émotionnelle, mais langagière du cinéma. Est-ce qu'avec le cinéma, on communique ? C'est une question qu'il faut se poser. Et évidemment, le film est très dur, tout est dans le titre, Adieu au langage. Et il le dit du reste, Godard, il dit, dans un des personnages, il dit, aujourd'hui, tout le monde envoie des SMS. Et là, il y a un lapsus, justement. Tout le monde envoie des SOS. Alors, voilà. Et peut-être que, moi, cette formule-là continue à hanter mes nuits. D'autres remarques ? Il y a plusieurs entrées dans ce film, naturellement. Il y a le courage de la femme, enfin, tout ça a été dit. Mais j'ai été très impressionné par l'ambiance générale, parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu de 1940 à 1945 à 100 mètres de la frontière allemande, avec exactement le même climat. D'un côté, je dirais la fête, parce qu'en Allemagne, on faisait la fête, il ne faut pas rigoler, pendant la guerre. Puisqu'ils prenaient tout à tout le monde, ils faisaient la fête avec ce qu'ils avaient pris naturellement. De l'autre côté, on serrait la ceinture. Et cette tension que j'ai vécue enfant, jusque l'âge de 10 ans, mais j'ai une assez bonne mémoire, je l'ai retrouvée dans le film, et c'est vraiment une très grande dimension existentielle. Ces deux mondes, et impression que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans des villes. Je me souviens par exemple avoir traversé une rue à Dublin, avec comment dire, on me lâchait tout seul au milieu de la rue. J'étais du côté protestant et j'allais du côté catholique. Je traversais seul dans l'autre monde, et on me lâchait dans l'autre monde, si je peux dire. Et je trouve que dans ce film, c'est très très bien rendu. Merci. Pardon, c'est Belfast, pas Dublin. Mais, non, c'est un film. Du reste, les rares vues panoramiques, à part celle du jardin, du verger, qui est presque hors temps. Quand on accole le verger avec les citrons, je précise, hein, pas quand il commence à être complètement esquinté. Bon, quand il est avec les citrons, effectivement, on est là dans quelque chose d'édénique. Enfin, c'est des images banales que je suis en train de dire, mais c'est ça qui fonctionne. Et les rares fois où il y a des vues panoramiques, c'est quand même des non-villes bétonnées de tous les côtés, je veux dire, avec des autoroutes, avec des bagnoles, et puis à un moment donné, quand même, des échappées. Tout à coup, la route est fermée, alors on ne peut pas prendre la route goudronnée, mais le taxi, qui est énorme, hein, c'est un taxi collectif, qui du coup prend un chemin de traverse, comme ça, mais qui est prévu quand même comme étant une solution de rechange quand le reste de la route est fermé. Alors, oui, je crois que là, ce que dit René Schönbrot est tout à fait juste, nous sommes dans une ville en état de guerre. Oui, et puis en même temps, pardon, il y a des loups de la nuit. Donc ça, c'est quand même incroyable comme trouvaille scénaristique où ils doivent exister vraiment, mais c'est étonnant parce que c'est quand même très urbanisé. Puis paf, il y a les loups. C'est étonnant. Oui, bonsoir. Ce qui m'a impressionné, c'est un petit peu le début du film où tout le monde est heureux, presque, malgré les grillages. D'un côté, il y a le ministre israélien qui regarde ce verger, et la fin, on voit le mur et l'homme qui est tout seul, etc. Donc, cette opposition entre le début et la fin est très forte, et on voit que c'est la folie des hommes. Et en plus, ce que je voudrais, parce que je l'ai fortement ressenti,
le citronnier, l'accueil, et c'est très moyen-oriental, puisque quand on est dans ces pays-là, il y a un sens de l'accueil à tout moment. Et le fait de prendre une citronnade, c'est aussi... J'étais très ému par tout ce côté d'accueil, quel qu'il soit, quoi. Par ce partage. Et en fait, c'est la folie des hommes. On voit bien cette folie qu'ont les deux parties, puisque ce mur qui va les séparer, alors qu'au début, même le ministre israélien, même sa femme, sont contents d'avoir cette vue sur le verger, et au fur et à mesure, tout ça est détruit par la folie des hommes. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, c'est vrai. Moi, je pense exactement la même chose. Après, je me dis, ils ont quand même été traversés par des jolies choses aussi. Elle a eu une petite histoire d'amour avec cet homme. Bon, après, voilà, c'est effectivement, moi aussi j'étais très touchée. Il y a aussi un personnage dont on n'a pas parlé, que je trouve qui a une dimension, là pour le coup, vraiment de tragédie grecque, comme les nounous de tragédie grecque et tout. C'est comment il s'appelle, Abou Hassan, ou celui qui garde le verger depuis 40 ans, qui est son père, qui l'a élevé. Et je trouve que lui, c'est un personnage de conte magnifique, parce qu'il est la bonté et la générosité même. Et puis c'est un homme de peu qui est... Je sais pas, qui est très humain, vraiment. C'est une dimension très humaine. Oui. Bonsoir. Vous disiez qu'il n'y avait pas trop d'architecture en fin de compte, parce que les maisons des deux côtés du mur n'étaient pas vraiment très intéressantes, effectivement, on ne peut pas dire. Mais la notion du mur dans l'architecture, elle est probablement à travers l'histoire, et comme monsieur le disait, pendant que ce soit la guerre de 40 ou les autres guerres qui se sont passées avant ou aujourd'hui, l'histoire du mur doit être probablement assez intéressante en architecture, non ? Là, je me disais aussi surtout que l'homme ne retient rien de l'histoire en fin de compte, puisqu'on a bien vu que le mur de Berlin n'a servi absolument à rien et qu'on l'a détruit à terme, heureusement. Je leur espère la même chose d'ailleurs. Pour l'architecture, je ferai juste deux, trois remarques. La première est la suivante, c'est que dans la culture occidentale, et pas seulement du reste, également en Afrique ou dans la culture arabe, le mur dans la maison ou le palais ou la mosquée ou l'église, enfin le mur est porteur, comme on dit, donc il est indispensable. Dans le monde oriental, les murs ne sont pas porteurs, nous avons plutôt une structure en bois avec un toit et puis des parois assez légères comme au Japon ou en Chine, et donc c'est le sol qui est important. Et alors là, du coup, on a une autre symbolique, d'où évidemment le tatami, qui est un éco-symbole, etc. Donc on a là un autre rapport aux éléments, un autre rapport aussi à la climatique. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous dire que l'idée que nous avons, nous, qui se traduit aussi par investir dans la pierre, de dire avec fierté, j'ai acheté une maison, mais les murs font ça, hein, comme ça. Bon, c'est de moins en moins vrai, du reste, puisque maintenant, c'est des murs en carton-pâte, j'allais dire, pour provoquer un peu. Donc le mur est essentiel. Mais j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de publier un numéro spécial de la revue Hermès, qui s'appelle Murs et frontières, où je m'intéressais justement à l'ensemble des murs qu'on construisait partout dans le monde. Et évidemment, je suis parti d'une observation assez banale. Avant, c'était les villes qui étaient protégées par une fortification, par une enceinte fortifiée. Et dorénavant, les enceintes fortifiées sont à l'intérieur des villes. C'est-à-dire qu'on se protège de ce qui est à l'intérieur. On ne se protège pas vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, on a cassé les fortifications qui ne servaient plus à grand-chose, compte tenu des progrès entre guillemets, évidemment, des armements. Mais aujourd'hui, c'est à l'intérieur qu'on crée des gated communities, qu'on crée des enclaves résidentielles sécurisées, et évidemment, on va édifier des murs. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, et puis cet article est déjà ancien, mais j'en étais arrivé à 80 murs au moins de la taille peut-être pas de la taille de celui entre Israël et la Palestine, mais songeons aux murs entre le Mexique et les États-Unis, songeons à des tout petits murs qui sont dans les villes marocaines, des villes espagnoles, pardon,
du Maroc, etc. Bon, donc on voit bien que, où tu parlais, René, de Belfast, effectivement, là, on avait aussi des séparations à l'intérieur des villes. Et ça, je pense que c'est une tendance tout à fait significative de la difficulté de faire ville. C'est-à-dire que, moi, c'est la thèse que je défends de plus en plus, c'est de dire que l'urbanisation s'effectue à l'échelle planétaire aujourd'hui sans ville ou contre les villes. Et donc, quel est cet esprit des villes? Je le résume en 3 termes. D'abord, urbanité, diversité, altérité. Et si je prends l'exemple du film, puisqu'on parle de ce film, eh bien, admettons qu'il y ait de l'urbanité, ou du moins elle est brisée, ou gênée, ou entravée, mais les 2 femmes se regardent et on sent qu'il peut se passer quelque chose entre elles, qui relèverait un peu de cet échange de politesse. Bon. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, évidemment, c'est l'altérité. C'est-à-dire que là, je ne reconnais pas l'autre comme étant quelqu'un avec qui je vais partager quoi que ce soit. Et donc, il y a bien là des phénomènes d'exclusion. Et quand on exclut, on met dehors de chez soi. Donc, on crée un mur. Mais ce mur est vain, d'une certaine manière, bien sûr. Alors, on est là-dedans. Il y a un photographe qui s'appelle JR, que vous avez peut-être vu, qui avait fait une exposition sur ce mur qu'on voit là. Il avait fait une exposition qui s'appelait Deux airs, enfin bon, peu importe. Il jouait là-dessus, où il mettait des portraits géants d'un Palestinien et d'un Israélien. Donc la photographie était, si vous voulez, de même nature, de même format, il n'y avait pas d'inégalité entre les deux, sauf que tout d'un coup, on s'apercevait que cette proximité-là était en fait une distance. JR qui m'avait gentiment offert une photo pour l'affiche de mon dernier spectacle. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui me touche beaucoup aussi parce qu'il réfléchit sur tout ça, effectivement. Et pardon, je voulais passer à une autre chose qui a un rapport avec le mur, mais pas tout à fait, mais c'est parce que je sais que vous adorez les cabanes, parce que vous en parlez très bien dans votre livre. Et moi, je trouvais que, par exemple, l'humour vient dans ce film par ce personnage de Rapido qui est dans sa petite cabane. En fait, il doit être le méchant de l'histoire, et en fait, c'est le personnage le plus nounours de l'histoire. Et lui qui est censé garder le mur. Donc ça, par exemple, ça m'a beaucoup touchée aussi. Oui, mais là, il l'explique, qu'il est toujours le dernier, là. Une fois de plus. Là. Vous disiez au départ, vous, monsieur, que les maisons sont pas très intéressantes, ni l'une ni l'autre, et que celle de Salma est comme pas terminée, d'une certaine manière. Et comme on en voit beaucoup, disiez-vous, au Moyen-Orient, dans d'autres pays aussi. Alors, moi j'ai une question. Bien sûr, on peut se dire qu'il y a une question de moyens, une question de ressources pour laisser une maison pas finie finalement. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Quel lien à une culture? Quel commentaire vous faites à cet état de fait sur ces maisons, comme on les voit beaucoup? C'est une excellente question, bien sûr, et qui me tourmente depuis longtemps, allant de temps à autre dans cette partie du monde. Évidemment, je pourrais réfléchir à haute voix sur la notion d'inachèvement, c'est-à-dire que l'État palestinien étant inachevé, on est dans du provisoire, et donc du coup les maisons elles-mêmes sont inachevées. Il y a un plan à un moment donné, quand l'avocat rentre chez lui, et que Salma a tout nettoyé, et on voit l'encadrement de la porte, qui n'est absolument pas cimenté. Donc on est dans quelque chose, qui... Alors, est-ce que je n'en déduis absolument pas, que ce soit clair, que c'est des maisons inconfortables et que c'est une population qui se suffit de peu, ou je ne sais pas quoi. Pas du tout, non, bien évidemment. J'ai souvent cette espèce de difficulté à défendre la maison individuelle, le pavillon. Et j'ai souvent, comme ça, dans des discussions publiques, des gens qui me disent « Non, vous ne pouvez pas défendre ces maisons sans grâce, qui polluent, qui mitent le paysage à l'entrée des villes, etc. » Et je dis « Non, vous êtes trop sévère. Nous n'avons pas, nous, à donner une leçon d'esthétique à des gens qui se satisfont de leur maison, parce que c'est précisément leur maison, parce qu'ils ont ajouté une vieille bassine rouillée pour en faire un bac à fleurs, et ben c'est bien. Enfin, alors,
moi, je réfléchissais tout à l'heure quand j'ai dit ça, c'était simplement pour expliquer que d'un côté, j'ai des maisons de catalogue, on le voit à la fin du film, quand elle s'en va, on monte ses bagages dans la voiture, la voiture s'en va, et là, on est dans n'importe quelle ville du monde. J'en ai vu en Chine, j'en ai vu en France, j'en ai vu partout, à des maisons semblables, avec un petit jardinet. Elles sont plutôt bien faites, enfin, entre guillemets. Bon, mais en même temps, j'ai aucune envie d'y aller. Je préfère la maison, évidemment, inachevée, qui ouvre sur le verger. Tout ça, c'est pour dire que la question de la maison, c'est pas la question de son architecture et de ses matériaux, c'est la dimension de sa familiarité. Je viens de participer à un numéro d'une revue qui s'appelle Maison villageoise de France, une revue que je ne connaissais pas, et le thème était sur la banalité. Et ils m'ont demandé en tant que philosophe un petit texte sur la banalité. Et j'avais du mal à trouver quelque chose jusqu'au moment où j'ai lu un article sur sur l'ordinaire. Et puis je me suis aperçu que c'était un mot piégé, banalité, parce que d'un côté, il y avait une banalité sans intérêt, parce qu'elle était répétitive, elle était partout pareille, etc. Et puis il y avait une banalité qui était chargée de toute notre présence au monde. Une banalité bachelardienne, je pourrais dire. Et donc là, du coup, celle-ci me plaît beaucoup, bien sûr. Et donc la simplicité de cette maison est en même temps toute la définition d'un monde très, très organisé. Elle le vit très bien, cette femme, sans le savoir, d'une certaine manière. Elle a une dimension cosmique, si vous voulez. Et moi, je l'ai ressenti avec douleur. Quand les citrons tombent et font un bruit terrible, c'est pas pareil que quand ils tombent parce qu'ils sont mûrs. C'est parce que, et là, je me disais qu'elle faisait un cauchemar. Et du reste, oui, après, elle dit j'ai très très mal dormi. Parce qu'elle entendait comme ça une espèce d'auto-destruction de son domaine, si je puis dire. Alors là, peu importe après, effectivement, que le joint soit mal fait, que ce soit pas peint et qu'il manque encore du carrelage. Hein. Non. Le rapport à la maison, je le vois de film en film, le rapport à la maison est directement lié à la notion de bonheur. J'avais appris que l'idéogramme de maison en chinois signifie bonheur, justement. Madame. Je voudrais compléter le propos de Madame. Je ne sais pas quelle est la situation au Moyen-Orient, mais je m'étais inquiétée de cette question en Tunisie. Et on m'avait répondu que justement les maisons n'étaient pas terminées parce que quand on aurait un peu plus d'argent, on la ferait plus grande. Et en fait, ce n'est pas du tout des maisons inachevées, ce sont des maisons en devenir. Oui, d'ailleurs, on laisse les faire. C'est très important, ça. Oui, bien sûr. Oui, on laisse les bouts de fer qu'on appelle en turc des bourgeons. Parce que, en fait, c'est le bourgeon pour l'étage d'après, parce que le fils fera faire l'étage supérieur. Oui, ou même pour un rapport, hein, pour louer, ou habiter au-dessus et louer un boutiquier en bas. Ouais. Non, là, ce qui est, mais là, il faudrait revoir le film, étudier les séquences une par une, et puis vérifier sur place comment ça marche. C'est une espèce d'urbanisation totalement désorganisée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, visiblement, il peut pas y avoir de plan d'ensemble à partir du moment où on est dans un état de guerre, quoi. Je voulais vous dire que si la maison n'est pas terminée dans ce film-là, c'est aussi parce qu'on peut penser parce que le mari est mort 10 ans auparavant, et c'est vrai que normalement les maisons grandissent constamment le long de la vie d'une famille parce que les enfants, éventuellement, comme vous avez dit, et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit beaucoup de portraits de visages, donc c'est filmé de très près. Par contre, les maisons, c'est vrai qu'on ne voit pas les maisons dans leur entièreté, on voit toujours des bouts de maisons. Peut-être à un moment donné, la maison de la Palestinienne dans les vergers, et encore, c'est caché par les arbres. La maison israélienne, on la voit, à mon avis, presque jamais. On voit que des bouts de terrasse et puis de l'intérieur. En fin de compte, le cinéaste ne s'est pas intéressé vraiment à la maison dans son entièreté, hein, il me semble. C'est plutôt les personnages. Non, c'est certain que quand j'ai programmé ce film, évidemment, c'était un peu tiré par les cheveux, puisque j'avais bien conscience que le film était hautement politique et la question de fond était évidemment la coexistence pacifique entre deux peuples en guerre depuis longtemps, avec une autorité étatique qui était ébranlée par une
pauvre femme veuve, toute seule. Donc c'était évidemment, c'est dit dans le film, hein, David et Goliath. Bon, c'était ce mythe-là qui dominait. Mais je cherchais d'autres films que des films qui se passaient en Occident, afin de montrer d'autres réalités de maison, d'où le film burkinabé qu'on a passé en novembre dernier, Le Bassin. Mais c'est pas si simple à trouver, parce que bien souvent, la maison n'est qu'un décor secondaire, j'allais dire. La véritable histoire est autre. Sauf peut-être et encore dans le mépris de Godard, où là, la maison qui avait été choisie pour le lieu de tournage, qui n'est pas la maison du roman, évidemment, est celle de Malaparté. Donc là, elle est connue dans toutes les guides d'architecture, et là, il y a quelque chose qui s'impose, si je puis dire. Mais sinon, c'est plutôt... dans ce film-là, par exemple, pour moi, c'est vraiment... La maison, c'est vraiment... Là, je reviens à mon cher Gaston Bachelard. C'est vraiment la maison, elle est archétypale de l'enfance, quoi. Donc, et l'enfance n'est pas une temporalité, contrairement à ce qu'on croit, puisqu'on dit que la vie se déroule en 3 grands temps, l'enfance, la vie active et la retraite. Non, chez Bachelard, et il prend l'exemple chez Kant du reste, l'enfance est un pays dont nous avons la nostalgie. Alors ça, c'est un point très important, parce qu'on a toujours ce mal du pays qu'est l'enfance, et que ce soit le ministre israélien, ou la propriétaire du verger palestinien, les deux parlent de leur enfance à plusieurs reprises dans le film. Donc on voit bien très bien que ce qui fait le lien entre une temporalité ancienne, c'est un lieu particulier. Et ce qui m'a plu quand j'ai choisi ce thème des maisons du monde, c'est que je me suis aperçu que c'était presque une sorte d'invariant anthropologique. C'est que, quelles que soient les parties du globe, on a cette espèce de désir d'avoir un lieu à soi. Alors, j'ai hésité du reste à montrer des films, mais c'était difficile. D'abord, j'en ai pas trouvé qui me satisfaisait, sur les homeless ou sur les SDF, c'est-à-dire montrer dans une série de films sur la maison, justement, une population qui n'en a pas. Et bon, alors j'avais pensé à Paria, des films comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, pour montrer à quel point la maison est un élément qui nous permet à chacun d'entre nous d'abriter notre monde, le monde qu'on invente en permanence. Et là, dans le film, on voit bien cette opposition de différents mondes. Oui, en même temps, dans ce film, pour moi, la maison, sa présence est évidente par le conflit israélo-palestinien. C'est ma maison, c'est la mienne, et vous nous avez pris nos maisons. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est tellement revenu que la maison est très présente, je pense, dans ce sens-là, dans ce film. Enfin, je me suis tout de suite dit que vous aviez programmé certainement pour cette raison. Oui. Ouais. Et puis comme le verger, c'est sa maison aussi. Mais il n'y a pas de maison sans jardin, partout au monde. Même si on est dans des sociétés où il n'y a pas de culture des fleurs, par exemple. Mais il y a quand même le jardin. Le jardin est comme une maison, d'une certaine façon, une maison hors les murs, si je puis dire. Mais en même temps, c'est faux, puisque le mot jardin lui-même signifie enclos. Bon, donc là, on a, et ça dans toutes les langues pratiquement. Donc on a bien cette idée de clôture. Et c'est cet enclos qui permet justement de pouvoir édifier une maison qui serait un peu à l'abri du tumulte de l'existence et du tumulte des autres villes et de tous les passages, de toutes les migrations, de toutes les circulations. Après, la maison, c'est aussi peut-être, ce jardin, ce verger et sa maison, c'est aussi parce que ce qu'on aime, ce qui compte pour nous est notre maison. Par exemple, comme les troubadours anatoliens, les bardes anatoliens, quand ils se baladaient de ville en ville et qu'on leur demandait où était leur maison, ils montraient leur lutte, vous savez, les sazes à manches longues. Ils disaient, c'est ça ma maison. Et c'est vrai, pour un auteur, c'est sa langue, sa maison. Donc, c'est aussi, je vois aussi comme ça, parce que pour elle, ce verger est très important. C'est pas, même si on lui donne de l'argent, ça veut rien dire pour elle. Donc c'est vraiment sa maison aussi, dans le sens où c'est de l'ordre de l'affect.
Oui, et puis alors, la métaphore sur la langue est très importante, évidemment. Elle comprend un peu l'hébreu, visiblement, mais elle fait comme si elle ne le comprenait pas parce qu'elle ne voulait pas s'adresser à un soldat et surtout pas recevoir d'ordre. Donc elle dit non, je ne comprends pas l'hébreu, parlez arabe. Et au tribunal, à un moment donné, on dit à l'avocat qui parle en hébreu, et maintenant dites-le en arabe. Bon, donc on voit bien qu'il y a un enjeu aussi linguistique. Alors, ce n'est pas le but du film, mais je me suis aperçu que dès qu'on réfléchit à la notion d'habiter, là, on rencontre la langue. Je suis même tout à fait d'accord. Hein, je pense qu'on habite d'abord sa langue et après on habite un lieu. Donc, ou plutôt, notre langue est notre propre terre. C'est vrai, quand j'écris en turc, je ne suis pas la même que quand j'écris en français. Donc, effectivement. Bon. C'est assez triste, hein, on va se séparer. Merci à vous. Et alors, la prochaine séance, là, on va loin. D'ici, on va en Corée. Voilà. Et dans le monde des saisons. Un très beau film, printemps, été, automne, hiver, printemps. N'oublions pas que dans le titre, il y a 5 appellations. Merci à vous.